Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous, bienvenue sur le 133e épisode du Mick and AB Show. On le sait, vous avez pour habitude de nous voir le lundi 18h. On a reçu quelques messages d'ailleurs, on tient à s'excuser. Mais l'essentiel c'est qu'on est là, mais effectivement Mika a eu une petite grippe, j'espère que ça va mieux. Ça va mieux et je prends l'entière responsabilité de ce retard. Mika, tu es excusé, le peuple t'excuse. Bon, J'espère. on a eu pas mal d'annonces, mais vraiment des bangers. Et voilà, c'est vraiment pour ça que l'UFC restera numéro un. Je ne sais pas qui est prêt de les détrôner, mais vraiment, ce matin, lorsque je me suis réveillé, que j'ai vu l'affiche, en plus, c'était même pas de l'UFC, c'était USPN, Valentina Shevchenko contre Manon Fiorot, ça m'a mis de bonne humeur. Vraiment, De ça m'a mis ouf. de bonne humeur et j'ai envie de dire enfin. Donc, on va parler de tout ça, on va parler de tous les bangers qui ont été annoncés. On va revenir sur l'actualité qui s'est passée cette semaine et la semaine dernière. Donc, on va aussi recevoir Aboubakar Younousov en deuxième partie. Il a combattu la semaine dernière, hein, je pense que vous l'avez tous vu. En tout cas, pour ceux qui suivent le MMA français de près, il a récidivé son coup de coude retourné, magnifique KO face à un Brésilien. C'était pour la défense, ça devait être pour la défense de titre, donc voilà, il y a eu une problématique au niveau du poids. Mika, je crois qu'en termes d'actualité, c'est ce qu'il y avait. Il y a eu le RS, il y a eu l'annonce des, euh, des bangers à l'UFC. Et donc voilà, on va revenir sur tout ça. Quand même, quand même un petit big up, hein. La semaine dernière, on a reçu Stéphane, notre partenaire, hein, pour l'atelier l'art de boxer. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, la vidéo, elle est sur l'hebdomadaire précédent. Il y a le timecode, donc voilà, vous pouvez directement aller cliquer sur la minute où il nous présente l'application. Donc le lien il est en description pour ceux qui veulent télécharger, que ce soit sur Apple Store ou Play Store. Et même il y a le site directement. Et toujours pour notre partenaire Import Fight, moins 10% avec le code ABSHOW10. Donc faites-vous plaisir, c'est de la qualité, c'est beau et il y a moins 10%. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus? Mika? Exactement. Alors, pour l'art de boxer, n'oubliez pas de nous faire les retours sur la manière dont vous prenez en main l'application. Comme ça, ensuite, on fera une vidéo avec lui pour vous expliquer et tout et pour répondre à vos questions. Et évidemment, pour tous ceux qui cherchent un équipement, comme on vous l'a dit, avec le code ABSHOW, vous avez moins 10%. Et n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur la qualité des produits. Et même moi, j'ai pris des protèges tibia. Franchement, la livraison, nickel. Et ils sont franchement nickel. Donc, je Voilà. vous invite à le faire et je garantis que ça fonctionne. Au top, Mika. Mika, Manon Fiorot, Shevchenko le 10 mai à Montréal. J'ai envie de dire enfin. Ça fait un petit moment qu'on spéculait là-dessus. Ça fait un petit moment qu'on se posait les questions. Mais finalement, c'est officiel. Et en fait, je veux dire, je suis content parce que, en fait, toute cette période-là, ça a fait que ben Manon, forcément, elle a pu avoir des axes de progression énormes. Elle a pu, en tout cas, elle a eu le temps de travailler sur beaucoup de choses. Donc, le fait que ça a pris du temps, j'ai envie de dire, en fait, finalement, c'est un mal pour un bien. En plus, c'est le 10 mai, donc forcément, elle aura un training camp complet. Et c'est magnifique. En fait, je pense qu'elle est vraiment dans de bonnes conditions pour faire ce title shot. Je te rejoins totalement. En plus, elle sait que la championne, c'est Valentina Shevchenko. Donc, grosso modo, elle n'a pas de doute sur le fait que pour gagner la ceinture, il faut aller l'affronter. Donc, elle connaît le style de son adversaire. Alors que, grosso modo, Valentina Shevchenko, elle n'était pas sûre d'affronter Manon Fiorot. Et donc, du coup, elle ne pouvait pas s'entraîner sur le profil de Manon Fiorot. Donc, c'est un léger avantage pour Manon. Là où je suis content, c'est que la boussole sportive a été respectée par l'UFC. C'est assez rare. On avait peur que la hype prenne le dessus et aujourd'hui, elle est respectée pour ses performances et de toute manière, c'est hyper mérité. On le rappelle, hein, c'est 7 combats à l'UFC, 7 victoires. Elle a nettoyé la KT, elle a battu une ancienne championne de l'UFC, Rose Namajunas. Elle a battu Erin Blanchfield, mais c'était 5 rounds à rien. Donc, Manon Fiorot mérite et j'espère vraiment que les gens euh, en fait, considèrent cette information et considèrent ce qui est en train de se passer, un peu comme Cyril Gane quand il a affronté John Jones. Hein. Valentina Shevchenko, c'est un peu le John Jones à la catégorie féminine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a roulé sur la catégorie qui est ultra dominante, même si elle l'a perdu contre Grasso, elle l'a ensuite récupéré. Et Manon Fiorot, là, elle est en train d'écrire l'histoire, son histoire à elle, et l'histoire
victoire du MMA français et on sera tous derrière elle. Et j'espère que, bah voilà, soyez un peu comme le disait Younes lors de la dernière vidéo, des supporters, pas des simples spectateurs. N'oubliez pas que de liker une personne, de la suivre et de lui donner des likes, etc., c'est hyper important, ça donne de la force. Et en réalité, même si vous pensez que ça fait pas beaucoup de choses, bah, ça se trouve, ça sera le petit supplément qui va faire qu'elle va aller chercher les retranchements au fond d'elle. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Manon Fiorot et donnez-lui un maximum de force pour ce combat. On sera derrière elle. En tout cas, comme tu l'as dit, Mika, elle a roulé sur la catégorie. 7 combats UFC, 7 victoires. Et sa dernière performance, elle remonte à un an quasiment jour pour jour. C'était le 30 mars 2024 contre Erin Blanchfield. Et on a eu une petite frayeur la dernière fois quand Weili Zhang elle a gagné son combat et que à la conférence de presse, Dana White avait fait sous-entendre qu'il pourrait lui dire oui à tout ce qu'elle demande. Donc j'avoue que moi j'ai eu un petit peu peur à un moment donné qu'elle se fasse doubler. Mais voilà, je pense qu'ils ont dû bien négocier parce que ça a pris du temps. Mais voilà, l'essentiel c'est que c'est officialisé. En tout cas, on lui souhaite une bonne prépa. Et forcément, on lui souhaite de décrocher le titre pour être la première française à avoir à décrocher le titre de l'UFC. Donc, comme il a dit Mika, faut donner de la force et faut vraiment que toute la France soit derrière elle pour la pousser. En tout cas, voilà, ça va être fou. Et je ne sais pas aussi ce que tu en penses. Après, je tire peut-être des conclusions trop hâtives, tu vois. Mais je me dis que ça peut être même plutôt une bonne chose parce que l'air de rien, ça voudrait peut-être dire aussi que la boussole sportive, elle sera respectée et que bah, on peut se diriger, même si on sait, Shimaev est quand même Mhm. une big star à l'UFC, mais on peut se diriger vers le côté méritoire de la chose et de voir Nassourdine, du coup, avoir sa chance pour le titre et je me dis derrière même, pourquoi pas un Aspinal contre Cyril Gane. Et dans ce cas-là, trois possibilités d'avoir trois Français en tout cas qui disputeraient le titre. Ça serait juste incroyable cette année 2025 pour le MMA français. On l'espère pour la sourdine, en tout cas, face à Dricus Duplessis. Et là, après, pour John Jones, pour Cyril Gane et Aspinal, sur le live, en fait, justement, de Dana White, il faisait comprendre, relax, c'est en cours. Quand on lui posait la question, en fait, a priori, sur D'accord. l'Instagram live. Donc après, voilà, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de sûr. Effectivement, on n'est pas à l'abri demain d'avoir une annonce Thomas Aspinal, Cyril Gane. En tout cas, on espère pour Nassourdine qu'il y aura des nouvelles, incessamment sous peu. Mais ouais, il y a une évolution et c'est fou quand, tu sais, quand on se dit 10 ans en arrière et on n'avait que très peu de Français. À l'époque, vous étiez trois. À l'époque d'Ngannou, tu y étais encore, Mika, quand vous avez signé, toi Non, et Taylor? non, il y avait à l'époque où j'ai signé avec Taylor, il y a eu Cyril Asker, Taylor et moi qui étions à l'UFC. Quand je suis parti, il y a eu la signature de Thibaut Gouti et de Francis Ngannou. Et j'ai envie de dire, derrière, ensuite, bah, ça s'est ouvert à plusieurs combattants français. Ouais. Et maintenant, on a, je crois, 11 combattants à l'UFC. Et encore une fois, je le répète souvent, mais c'est important de marteler. On a 4 combattants actuellement dans le top 15. Donc, on a évidemment 3 mêmes prétendants au titre, Cyril Gane, Manon Fiorot, Nassourdine Imavov. Top 15, on a Benoît Saint-Denis, même si actuellement, du fait de son inactivité, il baisse dans les rankings, il est toujours là. Et on a des gars, par contre, qui sont au port du top 15. Je pense notamment à Fares Ziam, William Gomis, qui pour moi sont très proches du top 15. On a aussi Oumar Sy qui devait affronter un gars du top 15. On a Taylor Lapillus dans le top 15. J'ai oublié D'ailleurs, Nora Cornell Taylor aussi. qui a signé avec Ali Abdelaziz, avec Dominance MMA. Exactement, mais j'ai oublié Nora Cornell qui est 13e. Elle aussi, Ouais. elle est montée dans le classement. Donc, on a même 5 combattants dans le top 15. Bon, voilà, on a Morgan Charrière qui ultra performe. Donc, non, franchement, faut être heureux de ce qui se passe et il faut savourer. Et voilà, pourquoi pas Sans, 2025 sans avec. oublier hein, la première génération de Mika avec Francis Carmon, Cheikh Congo, il y a eu Cyril Diabaté. Il y a eu un Français qui avait fait un seul combat, Xavier Fapakokam. Mais il a fait un seul combat à l'UFC. Malheureusement, ça s'était mal passé pour lui. Et donc, il n'avait pas continué. Donc voilà, il y a eu pas mal de Français. Je pense que je dois en oublier. Et il me semble qu'il y a eu Ouais, il me semble qu'il y a même Jess Jess Liodin. Liodin, ça c'est Ouais. sûr. Il me semble même que Baron, il a combattu une fois là-bas. Ok, bah, c'est J'en possible. suis pas sûr à David Baron, ouais. 100%. Ouais, bah, par contre, Jess Et Liodin, c'est Tom sûr. Duquesnoy, Tom Duquesnoy, quand même, on l'avait Tom oublié. Duquesnoy aussi, bah, lui qui a signé pareil Mhm. avec Taylor et moi-même, qui avait signé à l'UFC avec de grandes prétentions de combattre sur des UFC que numérotés.
Ah ouais, Et malheureusement, t'as ça encore s'est une pas dent passé. contre lui, toi. Non, non, je n'ai pas de dents contre lui. Si, Je me si, si. marche Si, si, pas. si. Donc voilà, en tout cas, il y a eu il y a de belles choses à venir. Ensuite, Mika, on a eu sur le même événement, enfin non, sur le l'UFC 314, il y a eu pas mal de bangers annoncés, comme... non, 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 je me trompe. Si, si, c'est bien ça. UFC 314 qui aura lieu le 12 avril. Je suis un petit peu dégoûté. Enfin, je suis content et dégoûté à la fois parce qu'on a Ilia Topuria qui a abandonné la ceinture des featherweight, donc elle est vacante. On a Volkanovski contre Diego Lopez, Mika, pour le 12 avril sur l'UFC 314. Ensuite, on a Michael Chandler contre Paddy Pimblett qui a été aussi annoncé. Nah, franchement, moi qui a cessé de faire des nuits blanches, là, ça va être compliqué de ne pas vivre ça en live, hein. Bah ouais, surtout qu'on a Patricio Pitbull qui a re-signé à l'UFC là et qui va affronter hier Rodriguez par exemple chez les Ouais, 66 kilos. Alors que Patricio Pitbull, à un moment donné, j'ai cru, hein, j'y ai vraiment cru qu'il allait peut-être signer au KSW, pourquoi pas pour un Saladin Parnasse. En tout cas, c'est le combat que j'aurais voulu voir. Mais voilà, on a. Et en plus, cette catégorie 66 kilos, quand même, il faut la regarder de près parce qu'on a deux Français qui sont pas loin du top 15. Même si Gomis, selon moi, est quand même beaucoup plus proche aujourd'hui que Morgan Charrière du fait de sa dernière performance. Et d'ailleurs, William Gomis qui va recombattre, et on le dit assez rarement, mais c'est quand même un gars qui a 4 combats à l'UFC, 4 victoires, ouais, et qui part faire un cinquième combat qui, bah, normalement, devrait lui offrir la possibilité d'affronter un top 15. exactement, Mika. Donc, en tout cas, voilà, l'UFC, ils ont mis la barre encore haute. Patrice Pitbull, c'est vrai que j'ai failli l'oublier. C'est comme une trentaine de combats au Bellator. Un champion qui a été ultra dominant. Et bah, finalement, d'ailleurs, c'est un petit peu ambigu entre le Bellator et le PFL, qui nous avait annoncé en fait une fusion entre les deux. Dernièrement, quand il y a eu le combat entre Ousmane et l'Irlandais, j'oublie son nom, c'était lors d'un PFL, mais sauf que quand il était en fait défendu de sa ceinture, bah, c'était pour le Bellator. Donc j'avoue, je suis un petit peu dans le flou. S'il y en a qui sont bien informés, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais on a pour habitude de dire que le PFL est la deuxième meilleure organisation, mais bon, je pense on la met par dépit quand on dit que c'est les deuxièmes. Parce que la différence, en tout cas en termes de structure, en termes de niveau, en termes d'organisation entre l'UFC et le PFL, on a beau mettre l'UFC en premier et le PFL en deuxième, mais en fait, il y a un gouffre. Et on a vu aussi plusieurs combattants se plaindre des conditions dans lesquelles ils étaient traités. Par exemple, tu as eu, bah, je crois que c'était aussi Patricio Pitbull qui s'était plaint sur Twitter en fait, en identifiant Ngannou et plusieurs personnalités du MMA. Et finalement, il a eu gain de cause, il a été libéré. Il y a eu aussi Patchy Mix, le champion des flyweight. Pareil, lui aussi qui s'était plaint sur Twitter en disant qu'en fait, il n'y avait pas de nouvelles, que les matchmakers ne lui répondaient pas. T'avais eu aussi, comment il s'appelle, le vétéran du UFC qui avait signé au Bellator. Il s'était en fait Hmm. exprimé chez Ariel Helwani. C'était un Ouais, 4 c'était un 84 kilos, il avait affronté. Oh, j'ai la haine. Bref, j'ai un trou de mémoire pareil, lui aussi il s'était plaint. Et en fait, il avait fait une sortie médiatique chez Ariel Helwani. Il s'était plaint en fait du traitement du PFL, comme quoi en fait son manager contactait les matchmakers, contactait la direction, et en fait, il n'y avait aucune nouvelle. En fait, à la suite de cette sortie médiatique-là, pareil, ils ont cuté son contrat. Donc c'est vraiment flou ce qui se passe au PFL en ce moment. Donc voilà. il y a aussi autre chose, souvent on me questionne sur qu'est-ce que je pense du Global Fight League. Je rappelle, le Global Fight League, c'est une organisation qui vient avec des grandes ambitions et notamment un truc de gauche, donc un truc que j'aime bien avec une meilleure répartition, on va dire, financière, c'est-à-dire que je crois 50% de tous les revenus seront partagés, etc. Ils annoncent démarrer la saison en avril 2025 sur un tournoi. Ils vont organiser à Dubaï, à Londres, Los Angeles, Miami, New York, Sao Paulo. Ensuite, il y aura 4 demi-finales et les finales. Donc, c'est des tournois dans lesquels ensuite il y a une grosse somme d'argent, entre guillemets, à la clé. Maintenant, je n'ai pas plus d'informations que ça. Je vois parfois sur leur communication Instagram qui annoncent des combats comme ça d'anciens, entre guillemets. C'est vraiment des combats d'anciens, genre un Wedman Rockhold, Romero contre Rua, Hall contre Lima, Verdum contre Mir et Faber contre Barao. Je ne sais pas quoi penser de cette organisation. Beaucoup me questionnent et franchement, j'ai du mal à comprendre.
Moi, écoute, si tu veux mon avis, je vais être un petit peu dur, mais pour moi, c'est vraiment la poubelle de l'UFC en fait. Bah, quand tu cites les noms que tu as, Weidman vs Rockhold par exemple, euh, Frank Mir vs Verdum, Mika, en fait, je ne comprends vraiment pas, moi, les organisations qui veulent concurrencer l'UFC, mais qui vont piocher des retraités de l'UFC. Tu sais, pour moi, il y a Ouais, parce retraités, il y a que, retraités. T'en as qui sont côté de l'UFC, mais qui ont été peut-être sur deux ou trois rouges, mais qui sont encore, on va dire, dans leur prime, entre guillemets. Mais là, ils vont vraiment prendre des retraités. Faber contre Brao, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu les deux s'affronter? mais même, tu vois, il y a un combat qui va être fait tu sais, je regardais un peu les cartes et tout, mais tu as Gustafsson qui va affronter Ilir Latifi, tu vois, et c'est vrai que j'ai C'est du pas mal à. possible. Mais si je te le dis, Mais les deux, ils s'entraînent ensemble. bah, c'est comme ça qu'il. Ou alors, je comprends pas la manière dont ils présentent les choses, je te jure. Non, Parce je que pense que ça si tu vas m'étonnerait sur que leur les site, deux. bah, si tu vas sur leur site internet, c'est comme ça que je vois le truc, tu vois. Ou alors, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas la manière dont ils présentent les choses. Tu vois, par Et- exemple, Gustafsson encore qui est sur 8 défaites consécutives, ils l'ont aussi engagé. Et en fait, vraiment, je n'arrive vraiment pas à comprendre les ambitions des matchmakers, des organisateurs. Et sachant qu'à l'époque, pareil, Ariel Helwani, on sait que voilà, il n'est pas vraiment en bon terme avec Dana White, le UFC. Il y a quelques années, en fait, il y avait exactement le même logo, tu sais, les cuissons là, avec des lettres qui différenciaient. Et c'était Ariel Helwani qui en avait parlé en disant que ça allait être révolutionnaire avec tout ce que tu as cité là, tu sais, 50% de revenus dispatchés et tout. Mais après, voilà, il n'y a plus eu de bruit, il n'y a pas eu ni son ni d'image, et finalement, c'est le GFL qui revoit le jour. Moi, personnellement, j'y crois pas, Mika, parce que, bah, déjà, en fait, même économiquement parlant, comment est-ce que tu veux qu'un événement puisse durer sur des années si en fait ben déjà au niveau de la qualité regarde le matchmaking et puis même au niveau des revenus en fait on sait même pas sur quel modèle économique ils vont jouer donc moi personnellement j'y crois pas du tout même si on a beau faire les mecs de gauche et être content pour les combattants mais si vraiment tu veux faire si vraiment tu veux œuvrer pour le bien du MMA bah prends des combattants qui sont en plein essor qui sont en pleine voilà, mais va pas recruter des vétérans du UFC qui sont même fin de carrière, c'est même pas le mot adéquat parce que des mecs comme Ferguson ou des mecs comme Frank Mir, Mika, j'ai pas envie de voir ça, tu vois. Non, mais hey, le pire, AB, c'est, je t'assure, quand tu vois les prétentions et les noms qu'ils ont signés, entre guillemets, hein, et que tu vas sur leur site internet Mhm. et tu regardes Teams, enfin, tu vas dans le truc Team et tu regardes un peu les combats qui sont préparés Mhm. pour les trucs, et tu vois la qualité photographique des montages qu'ils font, mais tu te dis, c'est pas possible. Mais regarde, André Lia, là, ça, là, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est Dylan Danis pour annoncer son. Non, donc vraiment, moi, je ne comprends pas. Il y a Oli Holm qui a été. Non, c'est Chad Mendes. Non, mais en fait, c'est comme tu le dis, c'est archi dur parce qu'on est combattant et on sait que c'est dur d'être associé à ça. Mais quand tu regardes un peu les combattants qui sont dessus, c'est clairement, tu vois, quand tu vois Gleison Thibault et tout, c'est des mecs qu'on vient chercher de nulle part, malheureusement, tu vois. Dos Santos. Et même la qualité des En fait, Junior Dos Santos, il était à l'entraînement, ils lui ont dit, fais-nous une photo. Et Mais Théma. t'as vu comment sa tête est déformée. Mais même, elle va, je te jure. Mais bon, voilà, c'était juste. Donc, c'est pour ça, comme je reçois beaucoup de questions là-dessus, sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va jamais voir le jour au final. Même quand je vais sur Tapologie pour regarder un peu les événements, etc., bah, en fait, je vois rien. Donc, ils annoncent des dates, ils disent que ça va commencer en avril. Il y a même des Français qui ont été approchés par cette organisation. Il me semble même que Ibramane, il a été affronté, il a été. Il a été annoncé, mais après, finalement, en fait, son contrat du PFL, il était pas fini, donc le PFL, ils sont intervenus, et donc, du coup. Mais bon, c'est un mal pour un bien, moi, je pense. Ok, mais voilà, c'est pour ça que je comprends pas réellement le système. Il parle aussi de draft. Franchement, je comprends rien. Mais donc voilà, je sais pas vous dire plus. J'ai essayé de rechercher des informations. Donc juste pour vous dire qu'on a l'organisation à l'œil, mais on sait pas du tout, on sait pas du tout vous dire qu'est-ce qui va s'organiser, comment et dans quel contexte. Ouais, Mika, en tout cas, on a fait le tour concernant les annonces du MMA international. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, notamment pour les annonces de l'UFC, Mano Fiorot contre Blanchfield, contre
pour Shevchenko. Aussi le GFL, hein, si vous avez votre avis, mettez-le dans les commentaires. Mika, tu voulais revenir sur le RS qui s'est produit la semaine dernière. Ouais, exactement, j'y étais. Je pense qu'il y avait un bon 70% comment dire, d'affluence par rapport à la capacité de la salle. Euh, la carte était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Et encore une fois, tu sais, on dit souvent le RS au-dessus des autres ligues. Et en fait, je crois que la capacité au RS, c'est de créer des stars. On l'a souvent dit. Et je pense notamment à Modibo Diakité. Modibo, en fait, attention, hein, je retire rien à son talent. Il mérite exactement tout ce qui lui arrive. Il le mérite. On sait qu'il a une histoire en plus particulière parce que de mémoire, il est malentendant. Mais la réalité, c'est qu'il a fait un combat au Ares et c'est devenu une star. Moi, je l'ai vu dans les coulisses, tout ça, dans ce qui se passait autour. C'est devenu une star. Il avait genre tout le public avec lui et tout. Et je crois que c'est un peu ça, entre guillemets, le facteur X, la magie du Ares. Mhm. C'est que le Ares arrive à créer des stars assez rapidement. Et je ne sais pas pourquoi les autres orgas, même si elles proposent des belles cartes, même si elles proposent des belles oppositions, même si Mhm. elles ont des bons combattants dans leur ligue, elles n'arrivent pas à faire ça. C'est comme ça, elles n'arrivent pas à créer des stars. Et voilà, c'est ce que j'ai Bah, remarqué en tout cas sur ce RS, encore ils, une fois. ils ont le savoir-faire, hein. Franchement, ils ont une équipe très compétente. Maintenant, ça fait quand même quelques années qu'ils sont, depuis 2019, il me semble qu'ils sont actifs. Le premier, c'était au Sénégal. Après, le deuxième, c'était en 2021 à Levallois-Perret, à Marseille-Cerdan. Donc, franchement, ils ont du métier. Aujourd'hui, ils sont presque à leur 30e édition. Donc forcément, on a vu de l'évolution. Après, concernant on va dire la fabrication de stars, déjà un big up à Modibo Diakité parce que c'est vrai qu'il combat dans des conditions qui sont vraiment propres à lui, hein. Il me semble qu'il est malentendant. Ça fait que bah il peut pas combattre dans des conditions vraiment idéales parce que je pense qu'il a du mal à se faire coacher. Après, ils ont fait une bonne promotion sur lui, ils ont fait une belle communication. On a vu qu'il y avait des médias comme Brut qui ont fait voilà, qui ont fait des petits insights sur lui. Donc, forcément, c'est pas tous les jours qu'on a des combattants qui sont malentendants. En plus, il a super formé. Forcément, il y a dû avoir une pression autour de lui parce qu'il me semble que sur la Fight Week de Nice, il a été quand même sur l'événement. Malgré qu'il combattait que la semaine dernière, tu sais, pour pouvoir faire la promotion, des photos, des vidéos, etc. Donc, ouais, ils ont le savoir-faire, Arès. Faut dire ce qu'il est. Ils ont le savoir-faire. Et forcément, c'est que bénéfique pour eux de construire des stars, des- plutôt des futures stars en tout cas françaises, parce que bah, c'est ce qui va faire que les événements vont pouvoir être remplis et voilà. Après moi, pour être honnête, j'ai pu voir que les deux, trois premiers combats sur Twitch, et ça, c'est ce qui m'emmerde, parce que moi, d'habitude, bah, soit j'y assiste, soit je regarde sur le UFC Fight Pass, et là, ça fait peut-être deux événements bah, qu'on voit en tout cas sur les fight cards qui a écrit UFC Fight Pass. Et peut-être à une semaine de l'événement, voire à quelques jours de l'événement, lorsqu'ils remettent la fight card à jour, c'est là où ils annoncent que c'est annoncé, que c'est Ouais, diffusé qu'il n'y a sur pas Fight Twitch. Pass, ouais, Ouais, donc c'est un petit peu exactement. dommage. Donc ça fait peut-être deux événements où je vois quasiment aucun combat. Après, j'ai pu voir quand même la prélim sur Twitch, là, sur le Canal+. Mais c'est assez dommage, en tout cas, que c'est plus diffusé sur le UFC Fight Pass, quoi. Moi, c'est l'inverse, c'est que normalement, je regardais la prélim sur Fight Pass et le reste sur Canal Plus Sport. Ouais. Et c'est vrai que Fight Pass, c'était bien pour regarder les combats. Donc, je sais pas l'expliquer, par contre, ça, faudrait qu'on demande, mais j'ai pas l'explication. Mais moi, je vais pouvoir faire un petit débrief rapide. Donc, Modibo Diakité qui affrontait Samuel Ozepsian, qui a gagné bah, les trois rounds. Franchement, il prend les trois rounds. Je pense qu'il y a même un round que tu peux scorer 18. Et du coup, je regardais un peu comment il était coaché et comment ses coachs faisaient. Et en fait, si tu regardes bien dans le combat, Modibo, il regarde beaucoup son coin Mhm. parce qu'en fait, il n'entend pas. Et donc, du coup, il parle, ils essayent de bien articuler. Tu les entends jamais crier parce que ça ne sert pas forcément à grand-chose, je pense. Et ils font beaucoup les mimes de ce qu'il doit faire. Et c'est vrai qu'il y a certaines situations, par exemple, tu vois, quand tu dois coacher quelqu'un et tout, des fois, c'est des détails, mais c'est genre de dire enlève ton pied sur la hanche, attention à la main et tout. Et je me dis que ça doit être hyper compliqué de coacher et surtout d'appliquer les consignes dans ces conditions. Et je ne sais pas quel système ils mettent en place, mais ça sera intéressant un jour de recevoir Malik Silla Mhm. justement pour qu'il puisse nous en parler. Ouais, Mika, je te rejoins. Est-ce qu'il y a d'autres combats sur lesquels tu voulais revenir?
Ouais, je vais revenir sur le combat de Joe Fulton que toi, tu avais battu, Mhm. qui a affronté Azamat. euh, Azamat. Je pense que Azamat, c'est pas sa catégorie de poids en fait. Je pense que poids lourd, c'est pas sa catégorie. Il a été agressif, il a même touché en anglaise. Je pense que Joe Fulton ne s'attendait pas forcément à ça. Mais il s'est trop jeté et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait parler sa lutte, sachant qu'il a réussi à coller son adversaire à plusieurs reprises. Et je pense il y a eu un peu d'orgueil dans le sens où il a vu qu'il touchait et il s'est dit, bon, vas-y, maintenant je vais montrer que je peux coucher. Et malheureusement, il s'est fait prendre à son propre jeu. Il a pris un gros hypercut et il s'est couché. Et c'est ça qui me fait dire aussi peut-être qu'il ne combat pas dans sa catégorie de poids, c'est que j'ai senti peut-être moins puissant que son adversaire. Et Joe Fulton qui montre hein, qu'il est intelligent et qu'il est dangereux, hein, parce qu'on se souvient de la puissance de frappe face à Kenzo, on se souvient de la puissance de frappe désormais face à Azamat. Et c'est pas un gars qu'il faut prendre à À la la légère, rigolade. ouais, forcément. Joe Fulton, franchement, j'ai envie de dire, surprenant. C'est un combattant qui est surprenant et qui a quelque chose dans les points. Non, mais tu sais, moi, quand je l'avais étudié, parce que je l'ai affronté après Kenzo, déjà, j'étais tout de suite prudent et je savais qu'il fallait pas s'aventurer à aller à la bagarre. Déjà, c'est un Anglais, on sait que les Anglais ont un style de bagarreur, mais sincèrement, il frappe fort, hein, il frappe vraiment fort. Parce qu'on a vu, hein, il était bien touché et c'est l'hypercute qui est bien passé. Malheureusement, Azamat, il s'est un petit peu trop précipité. Après, est-ce que c'est la bonne catégorie ou pas? Moi, je pense que c'est aussi peut-être forcément, hein, c'est un manque de maturité dans le sens où il est que très jeune par son âge et très jeune dans le MMA parce que là il effectue son troisième combat, sachant que Joe Fulton il a plus que 12 13 combats je pense à son actif. Il avait déjà combattu au Bellator à l'époque, donc voilà, c'est quand même un combattant expérimenté. Maintenant, moi je l'avais dit il y a peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, tu sais, lorsque la Sueur ils avaient fait leur insight sur Azamat alors qu'il avait 0-0 et qu'il avait affronté j'ai oublié le prénom, tu m'excuseras. J'ai des trous de mémoire, Mika. Celui qui a fait les dents. Islam Islam Masraf. Asraf, ouais. Voilà, il avait affronté Islam Asraf. À ce moment-là, moi, j'avais dit que c'était, selon moi, trop tôt. Parce qu'il avait 18 ans. Certes, il a été 3 fois champion du junior. Mais pour moi, voilà, pour moi, après maintenant c'est trop tard, mais pour moi, il fallait vraiment qu'il passe par les circuits IMAF, amateur, etc. Pour moi, ça a été trop précipitant en fait son passage chez les pros. Et malheureusement, une fois que tu as les pieds dans le grand bain, bah, tu peux plus faire demi-tour. Donc c'est ce qui est assez dommage. Maintenant, il a 20 ans. Il est dans une catégorie où les gars, généralement, ils performent à 33 ans, 34 ans. On a qu'à voir les champions de l'UFC. Hein. En poids lourd, je parle. Donc voilà, maintenant, va falloir prendre son temps, vraiment prendre des adversaires qui ont quasiment la même expérience que lui et chercher surtout à progresser de par le style. Après, il y a qu'un combattant qui va prendre de l'expérience, mais ouais, Joe Fulton, c'est pas un mec à sous-estimer. Hein. Franchement, moi, il m'a surpris parce que, comme tu l'as dit, il a fait une bonne entame à Zamat, il a touché. On a entendu son coach Rank qui lui a dit ne te jette pas. Malheureusement, il n'a pas su appliquer les consignes au bon moment. Il se fait cueillir par un hypercut. Et après, d'ailleurs, tu as Joe Fulton qui a call out Sofiane Boukishou. Donc, je sais Ouais, pas si ça bah va se faire. ça peut être un combat intéressant, hein, franchement. Boukishou contre. T'as battu les deux en plus, toi. Mika, c'est qui le champion? C'est toi le champion. Moi, j'aime quand tu me dis ça. Donc, Ensuite, il y a un autre combat que j'ai bien aimé. Bah écoute, j'ai hâte de le revoir. C'est Diakate qui a affronté Derek ouais. Jou. Après, Diakate, ça se voit, il est fort, hein. Mais j'ai le sentiment qu'il s'est un peu emballé à un moment donné sur ses frappes et que techniquement, il était meilleur que ce qu'il a pu proposer. En fait, à un moment donné, la manière dont il frappait, etc., on avait vraiment l'impression que Derek Sokoudjou était un sac de frappe et je pense que l'arbitre aurait pu arrêter le combat plus tôt. Mais en fait, Diakate, il venait pas vraiment chercher les angles, les trous, et il se contentait de frapper un peu sans regarder où il frappait. Bon, il l'a finalisé, mais franchement, je pense qu'il aurait pu. C'était le moment pour lui de prendre du temps, de bien visser, de bien engager. Donc, il m'a l'air vraiment très puissant, très physique, et j'ai hâte de le revoir dans cette catégorie. Mais voilà, petit bémol et voir voir ce que ça va donner par la suite, tout simplement. Ouais, franchement, il m'a surpris parce que Derek Sekoudou, je l'ai vu tourner et je t'assure qu'il frappe vraiment fort. En plus, il a un bon cardio. Après, forcément, ce qu'on voit à l'entraînement, malheureusement, c'est pas ce qu'on voit au combat. Mais ouais, je te rejoins. Sûr de lui.
Il est vraiment sûr de lui. Et en plus, il a call out Jackie Chan aussi. Donc tu vois qu'il est, voilà, il est pas là pour perdre du temps. Il est quand même conscient. Après, voilà, il a dit qu'il allait parfois prendre son temps pour pouvoir évoluer et revenir peut-être le plus vite possible. Mais en tout cas, c'est un combattant qui fait le show. C'est un combattant qui fait le show et qui m'a l'air d'être divertissant en micro. Donc, ouais, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte Ouais, de le revoir. et puis en fait, c'était une carte dans laquelle tu avais quand même trois combats poids lourds et ça redynamise un Trois peu le combats poids truc. lourds. Bah, je crois, hein, il y a Non, eu Joffrey. celui-là, c'était chez les light heavyweight. Ah, pardon, c'est chez les moins de 93. Ouais, il y avait deux Mhm. combats chez les moins de 93. Et du coup, ça relance la KT des moins de 93 un peu, je trouve. Parce que on va revenir ensuite avec Paulin et Boifia, mais je trouve que tu vois, c'est bien parce que ça redonne un peu de renouveau à Ouais. cette catégorie. Ouais, bah, moi, je crois que c'est les seuls combats que j'ai pu voir, c'est les trois dont on vient de Bah, parler là. Après, attends, je reviens vite fait alors sur le combat de Tekena face à Sabrina Oliveira. ah Euh, bah, il y ouais. a Abou qui nous rejoint en direct. Ok, bah, Salut les gars, ça Comment va? il va, champ? ça Très va ou bien, très quoi? bien. Vous allez bien? Ouais, Ouais, ça va ça super, va. hein. Ça enregistre là, on n'est pas en live, mais voilà, T'es bienvenue en dans le week-end live. LB Show, ouais, t'es en T'es en live. live. Abou, comment tu vas? Très bien, très bien. Et toi? Ouais, ça va super. Abou, ça va un petit moment qu'on devait te recevoir. Après, je t'avais reçu que dans le format LB Show. Ouais. Donc voilà, on est là. Je Je suis content finis, que tu. Ouais. je finis vite fait le débrief du RS, enfin des combats d'avant Abou, et ensuite Vas-y. on fait avec Abou. Je sais pas, toi, Abou, de toute manière, tu étais dans les vestiaires, t'as pas forcément vu les combats avant toi. Tu regardais Non, pas non, si, forcément. juste les combats de Bégué, c'était un peu chaud à regarder parce que juste après, c'était moi. Mais les restes combats, tout, j'ai vu, j'ai Et regardé. ben alors, tu donneras un peu ton avis. Il y a eu le combat Alexandra Tekena contre Sabrina Oliveira. Bah, Tekena, elle a gagné. Elle a fait ce qu'on sait qu'elle sait faire, frapper fort. Elle avait une stratégie, détruire les low kicks et éviter la lutte de son adversaire et le sol de son adversaire. On a bien vu que Tekena au sol avait des grosses faiblesses. Maintenant, je trouve que Tekena, elle prend beaucoup de coups. Il faut qu'elle fasse attention. Elle a pris énormément de coups au visage. Et elle ne pourra pas se permettre de faire 10-15 combats comme ça, et surtout de prendre autant de coups face à, par exemple, des meilleures strikers. Donc oui, c'est une belle victoire, oui, elle a gagné par KO, etc. Mais attention quand même à elle, parce que j'ai l'impression que, elle aime trop la bagarre. Et on l'avait déjà vu quand elle va au sol, etc. Elle aime trop rentrer dans la bagarre ou dans des dimensions de combat qui ne sont pas forcément bonne pour elle. Là, elle a évité le sol, c'est une bonne chose. Mais par contre, attention à ne pas rentrer dans la bagarre et de se préserver et préserver un peu son capital santé parce que c'est compliqué après. Je sais Franchement, pas. Tekena, elle a tellement beaucoup de force, on va dire. Elle est toujours plus forte que ses adversaires physiquement, on va dire. Donc, je pense qu'elles ne sont pas les dangers. Donc, elle rentre en mode je m'en fous, tu peux me frapper autant que tu veux, mais je vais te répondre aussi, tu vois. Je sais pas, je pense que c'est parce qu'elle est beaucoup plus forte physiquement. C'est pour ça, je pense elle fait pas trop attention et elle rentre dans la bagarre, tu vois. Et ce qu'on voit toujours, il n'y a personne qui peut tenir avec elle s'il rentre bagarre. Mais si on ajoute un peu le côté stratégique, Ouais. etc., être un peu malin, là, ça devient un peu dur, malheureusement, pour elle. Exactement. Et surtout, comme je le dis, même si elle gagne à la bagarre, bah, son capital santé, à chaque fois, elle prend des coups, elle prend des coups, elle prend des coups. Et à un moment donné, Exactement. malheureusement, elle ne pourra plus les encaisser de la même Mais manière. on l'a vu hein, sur son dernier combat pour le titre contre bah, la championne actuelle. Elle est tombée sur une fille qui frappait plus forte qu'elle et après, malheureusement, elle s'est inclinée au quatrième round, il me semble. Ou au deuxième round, Ouais. je sais plus. J'étais là, j'étais juste devant Ouais, ouais, j'étais juste devant. C'était un truc de ouf. L'autre, en fait, Tekana, elle frappait un, deux fort, mais l'autre, elle répondait 5 ouais, 6 7 coups. c'est ça. Donc, ouais, c'est dommage. Ouais. Ensuite, on a eu Title Shy qui a affronté Jean Dos Santos qui était invaincu. Et Title Shy, il a montré qu'il était un peu stratégique. Il a réussi à garder le combat à distance. Il a évité la lutte de son adversaire.
Il prend les 3 rounds. Pour moi, il y a pas de discussion. On peut donner le dernier à Jean Dos Santos, mais clairement, Title Shay, il savait qu'il gagnait les 2 premiers. C'est pour ça qu'il a géré le troisième round. Pas impressionnant non plus. On va pas se mentir, c'était pas impressionnant, mais il a montré qu'il était intelligent. Il a montré qu'il pouvait gagner un combat avec tactique. Il a toujours ces petites envolées qui sont intéressantes, c'est-à-dire en fin de round, il fait toujours des acrobaties et tout. Ça, c'est bien parce que ça divertit le public. Mais s'il veut vraiment performer à plus haut niveau, il devra montrer des meilleures choses. Mais en fait, son adversaire 7-0, je me rappelle, j'ai regardé son combat contre Mohamed Boyo. Franchement, Mika, je ne l'ai pas trouvé fort, tu vois. J'ai l'impression que ce record qui est là, 7-0, c'est un peu record constant, on va dire, tu vois. Donc, moi, personnellement, j'étais sûr que Title il va gagner. Mais bon, comme tu te dis, il a respecté de A à Z son game plan. Il a vraiment, je pense qu'il a gagné tous les 3 rounds, tu vois, facile. L'autre, il n'a pas arrivé à lutter, donc du coup, il était un Bah, peu perturbé. ouais, l'autre, comme tu l'as dit, en fait, sur le combat, il a rien fait. Il a essayé de Ouais. suivre Titel. En fait, il a même pas essayé de gagner le combat. C'est-à-dire qu'il a même pas réellement essayé de gagner. Il a juste ce que j'appelle gérer sa défaite. Il sait Hmm. qu'il perd et il change rien, il n'adapte pas, il met pas de Ouais. rythme. Bah, pour moi, c'est juste, ouais, enfin, il s'en voudra, quoi, parce il a perdu ce combat. Un peu de sa faute aussi. Il a rien tenté pour aller gagner son combat. Je pense qu'il a pensé que la lutte, ça va marcher facile contre Titan, mais une fois que ça va Ouais, marcher, il savait pas quoi faire, quoi. Il avait pas plan A, plan B, C, D, etc., tu vois. et Titalcha, il a un gros bas du corps, il a des bonnes cuisses, on Ouais. sent qu'il est Mais pas si facile que ça à amener au sol. pourtant, il m'a dit que je pense qu'il voulait viser les lightweight, hein, parce que là, il a combattu en welterweight et en gros, qu'il n'est pas dans sa catégorie. Ouais, Donc, ça fait longtemps qu'il dit ça et pourtant il n'arrive pas à descendre, hein. Non, mais ouais. mais là, il a fait un catchweight, hein. Il était, je crois, à 73 ou 71, quelque chose comme ça. 71, je pense. On était dans la Ok, même ok. truc. Il a pas fait 600 grammes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, on a Ramazan Mustafaev qu'on avait vu combattre lors du précédent Contre Ares et Joko, ouais. ouais, en fait, pour revenir un peu sur Djokovic, c'est un mec, il n'est pas impressionnant, mais c'est quand même un mec qui a 15-0, tu vois. Et c'est vrai qu'on avait vu Ramazan prendre le dessus sur lui au premier round, notamment avec sa boxe. Et en fait, l'autre, c'est tellement une machine de guerre, il encaisse tellement Ouais. que, en fait, je sais pas, c'est comme s'il est rentré dans le cerveau de Ramazan. Et à la fin, il a réussi à faire la différence au sol. Et donc, j'attendais un peu de voir comment Ramazan allait réagir face à cette défaite. Et bah, clairement, son adversaire, il n'était pas à la hauteur. Il était d'un niveau beaucoup trop faible pour Ramazan. Et ce qui prouve que Ramazan, il a vraiment le niveau pour aller performer au haut niveau. Et que peut-être qu'avec des ajustements, je pense que si tu refais le combat contre Djokovic, il pourrait gagner ce combat. Donc, c'est un combattant à suivre parce que franchement, il est vraiment bon, il est propre, il est méthodique, il est froid. Et c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il est vraiment froid. Maintenant, Luciano Contini, c'était clairement un cadeau pour lui. Tu sais que c'était Ouais. celui qui avait affronté Abdul à Arès, hein, à l'époque. Qui? Euh, Euh, Luciano, là. ah ouais, bah, je trouve que c'est un cadeau, hein, Ah Ouais, oui, franchement. il oui, a... oui, bien si, sûr, si, bien vous sûr. avez pas fait, ouais. Il avait affronté Ouais. Abdul à Arès 2, je crois. Le Ouais, mec, il c'était. a 42 ans, je pense, un truc comme ça, 42, Bah, si, 41. si tu regardes ses 5 derniers combats, il en Ouais, perd 42 4. ans, ouais. Il perd 4 combats au premier round Ouais. sur ses 5 derniers combats. Ouais, c'est ça, 42 ans. Va falloir laisser le vieux père tranquille, hein. Et Donc, donc, il y a eu d'autres combats après? ouais, l'autre combat ensuite, c'était Louis Liscott contre Youssouf Binaté. Binaté, il m'a surpris. Il a fait. Franchement, je m'attendais hein, à ce que Louis Liscott amène le combat au sol parce que clairement, je voyais Binaté au-dessus. Mais je ne voyais pas Binaté réussir à faire autant de dégâts en si peu de temps. Et franchement, il s'est montré monstrueusement dangereux. Je pensais même qu'il allait peut-être le mettre KO. Et après, bah, Louis Scott, il a saisi sa chance, il a fait un beau takedown. Et il n'empêche qu'il n'a pas démérité, hein. Même debout, il a été dans les échanges, il n'a pas eu peur, il a envoyé des beaux high kicks, il n'a pas refusé le combat. Et au début, je me suis dit, c'est bizarre que Lee Scott, il reste debout, il veuille faire la guerre avec Youssouf, parce qu'il se faisait ultra dominer, mais en fait, il a juste mis en confiance Youssouf. Et à un moment donné, il a shooté dans les jambes avec un takedown. Mais pourtant, le takedown, il a pas été. Enfin, il a un petit peu parti de loin, il a pas été assez en Ouais, alerte, Youssouf. ah non, il C'est partait ça vraiment de qui. loin. Il a shooté dans les jambes. Il a shooté de loin.
Et après, là où tu peux voir la différence, et c'est là que tu vois que le MMA, c'est pas un sport où tu peux juste maîtriser une seule dimension et encore plus dans ces catégories-là, parce que c'est des catégories où tu as besoin d'être ultra complet. C'est la catégorie pour moi de Dimitris Johnson. Donc, quand tu sais qui est Dimitris Johnson, tu sais que c'est une catégorie dans laquelle tu vas devoir être ultra complet. C'est pas comme dans des catégories poids lourds où tu peux te permettre de gagner avec une seule dimension. Et Louis Scott a montré que le MMA était supérieur comment dire, à un gars qui vient juste d'une discipline. Et je pense que Youssouf, voilà, maintenant, son axe de travail, il le sait, c'est défense de lutte et travail au sol. Mais il m'a quand même surpris pour ce qu'il a réussi à créer comme dommage auprès de Louis Lee Scott. Mais voilà, maintenant, on veut tous voir Lee Scott face à toi, Abou. En fait, je savais que Ben Yus, il va faire autant de dégâts. En fait, quand même, la préparation, on a passé un peu ensemble, vu qu'on combattait sur la même date, tu vois. Et je lui ai dit, Yus, il va lutter. Il va lutter. Genre, Ah, vraiment, c'était sûr, attends, hein. attends ça, tu vois, il va lutter. Parce que je savais qu'au niveau en grappling, tout ça, Lee Scott, il est plus fort que Yus. Mais debout, je savais très bien que Yus, il est beaucoup plus fort. Et ce qu'il a donné, en fait, je pense que le premier round, Lee Scott, il a tombé au moins 2 fois, c'est sûr. Je me rappelle qu'il a tombé. Donc, il était vraiment en situation, genre, on ne sait pas si c'est duré encore un peu, genre, on ne sait pas ce qui va se passer, mais bon, Lee Scott, il a montré un caractère, il a montré un fight IQ, tu vois, il a montré que même dans une situation dure, il peut sortir, et ce qu'il a fait, c'est un combattant MMA. Donc, voilà, c'était vraiment pas mal, mais bon, Malheureusement, le MMA a pris le... Enfin, malheureusement. Pour Ouais, Youssouf, le MMA a pris le ça arrive. dessus. Mais ouais. Mais du coup, est-ce qu'on... Mika, t'avais d'autres combats à ouais, débriefer? le dernier, Ilian Boifia contre Paulin Béguet. Juste, vraiment, moi, le combat, je l'ai pas vraiment vu parce qu'en fait, bah, déjà, j'étais pas sur place. Ça passe plus sur le Fight Pass, mais il y a une personne qui l'a mis sur YouTube, mais c'était très très mal filmé. Et on m'a fait comprendre que, en tout cas, il y a quelques personnes qui m'ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision. Donc, je vais vous demander votre avis très objectivement. Alors, Ok. pour moi, il n'y a pas photo. Boifia, il gagne. Il gagne le Ok. combat et de manière unanime. Maintenant, on a un premier round qui est très nettement dominé par Boifia. Ok. On a un deuxième round qui est dominé, mais c'est serré par Paulin. Mhm. Et on a un troisième round qui est dominé, pas archi serré, mais un peu serré par Boifia. C'est-à-dire, pour moi, il y a le round un et 3, tu ne peux pas le donner à Paulin, le round un et 3. Et le round 2, il est vraiment serré. Il y a même un arbitre qui l'a donné à Boifia et c'est pas genre du vol de le donner à Boifia. Maintenant, comme je l'avais dit, moi, je savais que Paulin allait être chiant. Les gens, je pense qu'ils sous-estiment le niveau de Paulin. Encore une fois, je l'ai toujours dit, Paulin, quand tu le regardes combattre, tu te dis, ouais, c'est pas beau Mhm. et c'est pas propre. Parce qu'il n'a pas un style où tu vas dire, ouais, c'est beau. Le côté artistique de la chose, il l'a pas. C'est une réalité. Quand tu le vois combattre, il n'est pas gracieux. C'est pas quelqu'un qui est beau à voir combattre. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est fort et qui est dur. Quand il frappe, ça frappe fort. Il a de la force et il est chiant. Il frappe dans des angles qui sont bizarres. C'est pas académique, c'est pas orthodoxe. Et en fait, il va poser de gros problèmes à tous les techniciens de manière générale. Et Boafia, c'est plus quelqu'un qui a besoin d'un mec technique en face de lui pour briller. Dès que tu vas lui ramener un côté un peu brouillon, un peu bagarreur, il va être en difficulté parce qu'il n'a pas l'habitude de lire les trajectoires qui vont lui être proposées, etc. Et je pense que c'était ça l'arme principale de Paulin. Après, je pense qu'il s'est fait surprendre au premier round quand il est allé au corps à corps. La prise de judo de Boafia qui fait qu'il l'amène au sol et il le garde au sol sur le dos fait qu'il perd ce premier round. Et quand tu regardes le combat, de toute manière, tu vois que celui qui amène le combattant au sol et qui le met sur le dos gagne le round, grosso modo. Et en fait, Paulin, il n'a pas réussi à se relever. Boafia, il réussit au deuxième round à se relever. Et au troisième round, ça reste debout. Et donc, c'est normal, c'est dans la distance de Boafia. Et donc, c'est Boafia qui gagne le combat. Mais encore une fois, Boafia, il montre des belles choses. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'ils sont déçus de Boafia parce qu'on le présente comme un grand champion, etc. Mais en fait, je trouve que la performance, il ne faut pas sous-estimer le niveau de Paulin. C'est pas parce que le combat a été serré que Boafia n'est pas fort, non. C'est parce que Paulin est fort que le combat a été serré. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, je pense qu'ils sous-estiment vraiment trop le niveau de Paulin. Et je pense qu'ils nous ont fait un beau combat. Effectivement, c'est Mhm. pas, encore une fois, je le dis, techniquement, on a à redire là-dessus.
Mais c'était un beau combat et Boifia, je lui prédis un bel avenir et Paulin, je lui prédis aussi un bel avenir. Moi, après, pour revenir sur Boafia, je pense que bah forcément, c'est vrai qu'il y a quand même une petite hype autour de lui. On voit qu'il s'entraîne avec Nassourdine, qu'il a fait son sparring pour son dernier combat contre Israël Adesanya. Donc forcément, il y a de l'attente. Après, il a encore, on va dire, au début de sa carrière. Là, il effectue son sixième combat professionnel. Donc forcément, il n'a pas encore vraiment prouvé. Là, je pense que Poland, c'était le premier, on va dire, c'était le premier combattant expérimenté qu'il a affronté. Maintenant, attention à ne pas crier trop vite. Mais ça reste un beau prospect. Forcément, il va falloir qu'il y a des axes d'amélioration à avoir. Mais voilà, je pense que c'est plus la hype en fait qu'il y a autour de lui qui fait que bah, les gens sont peut-être déçus de la performance. Mais il vient d'effectuer son sixième combat. Donc c'est encore un beau prospect. Maintenant, on attend de voir la suite. On peut Abou, tu as un passer. mot à dire ou t'as pas Non, vu le En, combat? il a pas pu Ah, le t'as voir, pas je vu? pense qu'il en faut fait, voir. j'ai pas pu voir correctement, tu vois, j'ai regardé vite fait, mais après, je suis pas un arbitre et j'ai pas autant d'expérience que vous deux. Vous avez plus de combats, vous avez plus longtemps que moi. Moi, ça fait que 3 ans dans ce sport. Mais si c'est un match nul, je serais pas choqué, on va dire. Donc, voilà, j'ai pas de plus à dire. Mais encore une fois, je le dis, tu sais, souvent, on associe Boafia à Nassourdine. Elle est là l'erreur. C'est-à-dire que c'est Même pas parce que, Timaev, bah ouais, c'est pas parce que c'est le sparring de Nassourdine ou le sparring de Shimaev qu'il a le niveau de Nassourdine et Shimaev. Non, ça prouve que c'est un sparring de qualité qui les aide à progresser, notamment sur l'anglaise, la boxe anglaise. Mais lui, il apprend également énormément d'eux. Et lui, il est entre guillemets en train d'apprendre son métier. Je pense qu'il faut remettre dans le contexte, tu vois. En boxe anglaise, ils ont beaucoup plus la culture de j'ai envie de dire, de la construction de carrière, etc. En MMA, on est trop pressé. On a envie de les mettre au front direct. Et non, il faut lui laisser le temps de progresser. Effectivement, il est encore loin du niveau d'un Assourdine, il est loin d'un niveau d'un Shimaev. Je pense même qu'il se pose des questions sur est-ce qu'il doit continuer à 93 kilos ou est-ce qu'il doit descendre chez les 84 kilos. Je pense que c'est une réelle question il devra se poser par la suite. Mais laissons le temps de voir où il va aller. Maintenant, clairement, le combat là qu'il a démontré contre Paulin bah, laisse présager qu'aujourd'hui, il est clairement pas prêt pour aller dans le top 15 de l'UFC. Mais par contre, avant d'aller dans le top 15 de l'UFC, il y a plein de choses, il y a plein d'étapes. Donc, laissons voir les choses et laissons le temps faire les choses. Et ça, il expliquait qu'il devait participer au Dana White Contender Series, mais que le Harris ne l'avait pas autorisé. Donc peut-être qu'on va le voir à nouveau sur la prochaine saison. Et j'ai aimé aussi son discours de fin quand même. Ouais, Il ouais, a eu un mot il pour, le fait souvent. Il est même rentré avec le drapeau de la Palestine. C'est à plusieurs il a reprises dit il le quoi? Parce fait. que nous, on n'avait pas de sang dans le bah, vestiaire. grosso modo, il dit qu'on est tous dans notre confort et qu'on est tous là dans un pays où tout va bien et on arrive entre guillemets à se plaindre et qu'il faut penser à tous ceux qui subissent et notamment aux enfants qui subissent la guerre et qui vivent la misère sur Terre. Et donc, bah voilà, c'était un beau rappel. Ah, Et, je pas euh, et, respect. et voilà, c'est respect à lui, en tout cas, de l'avoir fait. Salut. Donc on vient maintenant au main event. Mais Abou, je pense que avant de parler du combat en soi, d'ailleurs, encore bravo pour ta performance, t'as récidivé. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur l'avant-combat? Parce que Oui, de ce qu'on a pu comprendre sur la conférence de presse, malheureusement, la ceinture n'a pas été mise en jeu. oui, Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi du comment? oui, bien sûr. Euh, même, par exemple, il y a des gens qui disent comme quoi que j'ai raté les poids plusieurs fois, etc. J'ai raté les poids, là, c'était 12e fois. Contre Nunes, c'était pas un poids qui raté. Mon adversaire aussi n'était pas en poids. Il était plus lourd que moi même, Nunes. Donc, finalement, ce C'était combat, ça se fait au mois de juin, ça. Oui, cette combat, ça se fait en 64, mais il était beaucoup plus lourd que moi. Donc, c'était pas comme quoi que c'est Aboubacar qui a raté les poids. Et tout première, c'était deuxième combat arrêt, j'ai raté 80 grammes. Mais tous les cas, ouais. Et cette fois, ce qui s'est passé, dès novembre, je savais que je vais combattre à février, mais jusqu'à 10 jours avant l'événement, j'avais pas d'un adversaire. Donc, pendant toute la camp d'entraînement, j'ai passé les préparations, diète, tout ça, sans savoir est-ce que je vais combattre vraiment ou non. Mais je faisais la diète, tout ça, bien sûr. Là, à peu près à 16 jours, je pense, et un de mes managers il m'envoie un message en WhatsApp en disant, écoute, Abou, finalement, on n'arrive pas à te trouver d'adversaire et c'est pas sûr que tu vas combattre à 14 février. Ça, c'était à combien de temps de l'événement, ça? C'est à peu près 17 jours avant le Et combat. toi, Et t'as mangé. t'es managé par qui? Management Factory.
Management Mais Factory, du ok. coup, Ouais. quand on t'a dit ça, t'as mangé. En fait, j'étais tellement énervé et je me suis dit, mais pourquoi Euh, je passe les sacrifices pendant 2 mois euh, si j'ai même pas d'adversaire et c'est pas sûr que je vais combattre, tu vois? Tu nous, Voilà, et c'était donc un t'as peu. mangé. tu nous as fait une Habib avec le tiramisu. Ouais, un peu, on va dire, tu vois. Et le pire de pire, qui, j'étais tellement énervé, donc j'ai commencé à un peu manger. J'ai repris à peu près, je pense que 2 kilos, c'est sûr. Et 4 jours après, il m'envoie un adversaire. Mais j'ai repris déjà un peu le poids, tu vois. Oh, j'étais énervé, j'étais content, énervé en même temps. J'avais le choix entre deux adversaires. J'avais deux adversaires. C'était un gars de Kazakhstan qui avait 10-1 et l'autre, c'était Maicon Altino qui avait 16-6. Dans tous les cas, c'est ce qu'il montre sur Fight Matrix. Et en fait, les Kazakhs, il avait une carrière construite vraiment 0-0-0-0. Tu vois, il a battu Mhm. d'adversaires vraiment chers. Et on avait ce Brésilien qui était placé beaucoup mieux que moi en classement mondial. Bah, bref, on a choisi ça. Il me restait 10 jours avant l'événement. Je commence à perdre les poids. Bam, bam, bam. J'ai quelques heures dans le sauna. Il y a 2 kilos, 2 kilos qui partent. Je reviens un matin. Je reste presque 3h30 enchaîné sauna. Sauna, il s'appelle comment les momies? Je Ouais, pense que la couverture chauffante. Oui, oui, j'ai fait ça, sauna, j'ai fait ça. Au Lox, presque 3h30, si je ne me trompe pas, on a perdu à peu près 150 grammes. Il me restait à peu près encore 1 kg 200, 300 à perdre. Après, Abou, moi, tu sais, en tant que combattant, bon, moi, j'ai pas ce problème de coaching. Hmm. En fait, après, moi, je peux comprendre, hein, toi, dans ta manière même de te justifier, parce que je vois que sur Twitter, les mecs qui sont sur tes côtes. Forcément, Ouais, je pense, avec l'expérience, tu vas voir que, bah, ça sert à rien, peut-être, de répondre ou de justifier. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que, en tant que spectateur, déjà, en tant que combattant, lorsqu'on signe le contrat, on nous demande un poids à respecter. Tu vois, bien sûr. toi, par exemple, est-ce que tu as cherché à négocier un catchweight, par exemple, à quelques semaines du combat, vu qu'il y a eu plusieurs perturbations? Non. Tu Non, vois? mais c'est pas Non, je possible pense. parce qu'il a la Non, mais c'est une ceinture. question. Je sais, non, mais bien sûr, en fait, c'est Ouais. c'est pour faire comprendre que nous, on l'entend clairement, ce qui s'est passé, les facteurs, en fait, que les spectateurs ne voient pas. C'est-à-dire que c'était un certain qui combat. Forcément, si tu combats pas, bah, tu dis peut-être qu'il n'y a pas lieu de Ouais, faire une diète. Donc, c'est compliqué. Même mentalement, ça peut jouer. Mais il faut savoir qu'en fait, que les spectateurs, en fait, forcément, eux, ils vont être durs dans la critique. Parce que eux, ils payent leur place pour voir un show. exact. Ils payent leur place pour avoir une défense de titre. Et comme je t'ai dit, nous, lorsqu'on signe le contrat pour assurer le combat, on a un point à respecter. Ça veut qu'en fait, tes justifications, nous, moi, je te le jure, je les entends. En plus, même, on avait fait notre training camp ensemble à plusieurs reprises. Hmm. J'avais vu que tu étais blessé à la main droite. Et d'ailleurs, c'est Mika qui te reprochait que tu finissais pas les combats. Et Ouais. voilà, moi, je savais le pourquoi du comment. Mais forcément, quand tu es de l'autre côté, en fait, il y a des choses que tu veux pas entendre, malheureusement. Tu comprends ce que Mika, je sais pas Ouais, si tu ouais, ouais, arrives je à. vois. Si, si, je Ah, vois tout à fait. De tout... Mika, en fait, non, pas Mika, mais bon. ce qui se passe, c'est qu'il y a un contexte. En fait, le contexte, les gens, ils ne le connaissent pas. Ouais, Les gens, il faut comprendre que l'iceberg, ils voient que ce qu'on appelle la face qui sort de l'eau, la partie de l'iceberg qui sort de l'eau. Tout le reste, ils ne le voient pas. Ils ne savent pas dans quelles conditions tu combats. Ils ne savent pas ce que tu as traversé pour aller combattre. Ils savent pas tout ça. Et d'ailleurs, dès que tu commences à t'expliquer, les gens, le premier réflexe, c'est de dire, ouais, vas-y, ils trouvent des Non, mais excuses. ils veulent pas le voir de toute manière, les gens. Oui, mais ils n'ont pas envie. Mais en plus de ça, il n'y a rien de pire que quand tu tentes d'expliquer le contexte et qu'on te dit, ouais, tu trouves des excuses. Bah, à la fin, tu as envie de leur dire, bah, voilà, tu as envie de les insulter. Donc, exactement. ah, Mika, je elle a tout comprends. résumé comme il faut pour de vrai, je te jure. Mais en fait, je comprends les critiques. Ils peuvent faire, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais si c'est un critique objectif, c'est critique genre vraiment sur la situation, tu vois. Mais tu essaies pas m'insulter, etc. Tu vois, c'est pas comme quoi que je voulais vraiment de pas faire et j'ai pas fait parce que juste, vas-y, j'ai la flemme de perdre dernier 1 kilo et j'ai dit, vas-y, cassez-vous de là et je vais me combattre comme ça. Non, tu crois, ça m'a fait plaisir, donner 20% de ma prime. Et apparemment, je suis pas sûr, mais apparemment, il y a une règle comme quoi qui, si t'as pas fait les poids, tu peux pas avoir les bonus. Ouais, Bah, exactement. Ça, c'est d'ailleurs, à en Tu fait, savais l'UFC, pas c'est comme non, ça? mais ça. ce soir-là, il n'y a pas eu de bonus du tout à bout, hein. Ouais, je sais. En fait, je pense que c'était un de excuses pour pas donner le bonus. Ça, d'ailleurs, on n'a pas eu l'explication, mais Ouais. ouais. Donc, du coup, voilà, t'as quand même pu faire ton combat. Moi, pour Et être honnête, ouais, franchement, parce que s'il y a bien quelqu'un qui méritait le bonus et qui avait fait le poids, etc., Louis Lee Scott, il méritait son bonus, hein. C'est vrai, Clébra. Franchement, Clébra.
Parce qu'en plus de ça, tu vois, dans le contexte où il se fait ultra dominer, il arrive à renverser le combat, à aller chercher la soumission. Franchement, c'était incroyable. Totalement d'accord. Ouais, donc du coup, il n'y a pas eu de bonus, mais à bout, en tout cas, tu t'es imposé par KO des round Ouais. avec ce magnifique spinning elbow, coup de retourné. Ça devient ta marque de fabrique, ça. Votre marque de fabrique. Parce que Topal aussi, il l'avait fait, malheureusement, il n'avait pas Ouais. mis KO, mais ça avait fait tituber son adversaire. Ah, c'est pour ça que je disais 3 fois, mais en fait, c'est ton frère qui l'avait fait. Ouais. Ah, t'es grave. Ah ouais. Moi, j'étais. T'as confondu les deux? Bah ouais, bah, tu l'as dit, c'est les. Ouais, j'ai confondu. Ouais, Turpal, il a fait pas première, Ouais, après j'ai enchaîné. ok, c'est bon. Et moi, j'aimerais bien te poser une question. Mm. Enfin, je t'avais déjà dit mon ressenti en off. Et moi, je t'avoue que je m'attendais à te voir participer au Dana White Contender Series ou même à l'UFC Paris. Lorsque tu avais pris la ceinture, je crois que c'était intérimaire contre Mustafa Aida, parce que tu avais fait Mm. une magnifique performance. Justement, tu t'étais imposé de cette manière-là aussi avec le coup de retourné. Mm. Ce jour-là, on a vu qu'il y avait Shimaev dans ton coin. Je crois qu'il y avait Baki, il me semble. En tout cas, dans la même soirée, il devait combattre contre Ouais, il y Félix Camer. avait Nassour, il y avait Ona Sourdine. Nassour, bah, Hamzat, Baki, Turpal, coach Wassel. Mais Baki, il était pas dans les coins parce on pourrait être Q4. Donc voilà, tu avais vraiment un coin légendaire. Et bah forcément, avec la portée des réseaux, avec le fait qu'il y avait Ramzat, le KO, il a tourné, je pense, d'une centaine de milliers de fois. Ouais. Voilà, vraiment, ça a beaucoup tourné. Et je me suis dit, vraiment, avec ce genre de KO-là, dans la catégorie en plus que dans laquelle tu combats, moi, je m'attendais à te voir à l'UFC, mais entre-temps, tu as fait 3 combats supplémentaires, dont celui sur le RS 29. Maintenant, tu es à 7-0. On a vu que tu as fait un bon sur Fight Matrix, pour dire exactement les chiffres. 120e, 120 Et première. t'es 121, t'as la 121e Ouais, place. 120e. En France, t'es deuxième, juste en première position. Il y a Taylor Lapillus qui est aussi à l'UFC. Mm. Et donc, t'es 120e, 121e, excuse-moi, sur le classement Fight Matrix. J'arrive pas à Euh, dire aussi. C'est pour ça que je dis 120e parce que j'arrive pas à dire C'est toi, tu m'as 120e. perturbé. Et en gros, pour vous faire comprendre, en 118, sur la place 118, il y a Peyton Talbot, c'est celui qui avait battu Yanis Gemouri. Donc voilà. Là, vraiment, t'as vraiment fait un bond dans les classements. C'est quoi la suite maintenant, clairement? T'as dû forcément parler avec ton manager. C'est quoi la suite? Franchement, on a trois choix là, je pense, à peu près trois choix. Les choix, c'est attendre UFC, juste attendre, tu vois. Les deuxièmes, c'est défendre la ceinture contre Lee Scott. Mais là, les questions, est-ce que Lee Scott, il veut vraiment cette ceinture? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en presse-conférence, il a dit, je veux pas cette ceinture parce qu'une fois que tu gagnes la ceinture d'Ares, ça t'ajoute automatiquement, ça te prolonge ton contrat. Mais lui, il veut quitter Ares le plus vite possible. Donc, Ouais, je suis pas sûr. Est-ce que c'est dans ses intérêts à lui de avoir cette ceinture? Dans tous les cas, il peut pas avoir tant que moi je suis là, tu vois. Mais voilà, faire au moins une tentative, on va dire. Et troisième solution, bah, combattre contre quelqu'un qui peut me, Un vétéran qui peut, UFC? oui, voilà, quelqu'un qui peut vraiment être un garant, comme quoi que je vais partir après UFC, tu vois. On a Et trois choix là. ouais. Et du coup, les Dana White Contender Series, ça t'intéresse pas? Franchement, il y a Mick Miner. Il a pas Mhm, déjà proposé 2 fois dans White Contender. Une fois, c'était juste après que je combattais contre Mustafa mhm. Aida. Et deuxième fois, je me rappelle plus, c'était quelques mois plus tard, je Et pense. Deux c'est toi fois, qui as alors, je sais. refusé, du coup? Non, c'est les managers. Mais après, ça m'intéressait pas du tout de passer par Dana White Contender parce que je voulais forcément passer direct. De un côté, je vais être honnête, je suis content que je suis pas parti à UFC à 4-0. Pourquoi Parce cela? que, Pour parce pour que l'expérience? pour l'autre, l'expérience. j'ai besoin d'expérience. Il faut être honnête, tu vois, je suis Mhm. quelqu'un super confiant de moi-même, mais expérience, ça joue beaucoup. Bien sûr, ouais. Regarde, là, dernière un an et demi, on va dire, j'ai fait des combats contre des gars vraiment expérimentés. Mustafa, Mhm. après les trois Brésiliens, tu vois, qu'ils avaient tous 3, 4, 5 fois combat plus que moi. Et depuis que j'ai mis un combat contre Aida, tous mes combats, c'était des préparations pour 5 rounds. Vous connaissez très bien que les préparations 2 et 3 rounds et 5 rounds, c'est grosse différence entre ces préparations, tu vois. Et en UFC, il faut comprendre que je vais combattre que 3 rounds. Que 3 rounds et je pense que
Si là, actuellement, je vais en UFC, je pense que c'est un bon moment pour aller parce que je pense que, bien sûr, j'ai pas d'expérience de 30 combats, tu vois, mais moi, quand même, je trouve que je suis beaucoup, beaucoup plus mature qu'un an avant. Forcément, en plus, ton avant-dernier combat, c'était ça, ouais, tu l'avais fait en synchrone. Donc, forcément, même dans le capital confiance, ça rajoute du poids. Mm. Mais du coup, moi, après, si tu veux mon avis, les Dana White Contender Series, je pense que ça peut être une bonne option parce que bah, si tu brilles en plus de la meilleure des manières, ils vont prendre le temps de te construire. Et en fait, ils investissent sur toi. Bah, vu que tu es, on va dire, un pur produit, entre guillemets, de l'UFC, après, forcément, tu as dû discuter avec les personnes voilà, qui t'entourent. Mais du coup, là, on a vu qu'il y avait une annonce pour le 16 mai. Tu vas demander à être de la partie. Et quand vous dites quand tu dis que vous attendez l'UFC, c'est sur quel délai? Moi, j'aimerais bien participer à UFC Paris, celui qui arrive en septembre. Mhm, Parce que c'est incroyable de combattre à la maison devant 20 000 personnes, tu vois. mhm. C'est parce que j'ai été déjà 2 fois juste pour regarder Ouais. l'atmosphère on a sur le Bercy, c'est un truc de ouf. Donc tu seras prêt à C'est attendre 7 mois sans combattre. bah si j'ai un comment c'est Ça un te fait tente c'est un rien. question en fait si j'ai quelque chose beaucoup plus intéressant que Mhm, ça, bien sûr que je vais combattre, tu vois, j'ai rien à foutre. Je sais très bien qu'Ellie Scott et encore quelqu'un, je vais les éteindre. Je mhm. sais ça, tu vois, c'est pas un problème. Mais juste j'aimerais bien en fait avec tous les respects que je dois à Arès, je ne veux pas rester encore 5 combats. Ouais, mais Ça, c'est forcément, sûr et certain, ouais. t'aspires à des plus grandes ambitions. Et on a vu qu'il y avait une passerelle entre le RS et l'UFC, comme avec le Cage Warriors pour Ouais. l'UFC. Donc, Donc là, Ouais, j'aimerais bien en septembre. mhm, après, la réalité, c'est que, entre guillemets, hein, après, je sais pas où ça en est, mais tant que tu es managé Management Factory, même si tu es engagé au RS pour 5 combats, tu sais très bien que tu pourras partir assez facilement du RS sans problème. Et Ah ouais, j'ai c'est, un close. ouais, c'est Ah ça, exactement. ouais. Ouais. Je sais, j'ai un close pour partir UFC n'importe quel moment. S'ils nous appellent, on peut partir. C'est ce qu'on appelle la clause JUFA dans les contrats. En général, mhm. c'est une clause qui permet En fait, tu peux pas rompre ton contrat sauf si l'UFC t'appelle. Ouais. Donc, Abou, pour ton prochain combat, tu nous promets de faire le poids? Promets, promets. Ouais, mais en fait, Voilà. Ouais. c'est ma faute, en fait, mais j'y pense que j'ai payé, c'est pour cette faute, tu vois, j'ai payé pas mal même. Les mecs, en fait, les mecs, je pense qu'ils touchaient, je sais pas, 400 plus 400, juste avec ma prime, il est devenu, il peut acheter un villa à Brésil, je pense. Bah, parle-nous de ta prime, justement, puisque Ouais, tu je te as l'air jure. t'as l'air d'avoir une bonne prime. Après, j'assume que c'est ma faute et il faut être beaucoup plus professionnel, tu vois. Il y avait beaucoup de problèmes et il y a personne En fait, chacun ses problèmes, quoi. Voilà. Donc, c'est Mais, ma faute. Étant un ouais. combattant pro, je devais faire ça. Mais malheureusement, il y a des trucs qu'on ne peut pas contrôler. Ça m'est arrivé, voilà. Mais voilà, comme Ouais. moi, vraiment, le conseil que je peux te donner pour la suite, hein, sache que tu feras jamais l'unanimité. Même si ce que tu as vécu, c'est l'enfer sur terre pour faire le poids, jamais tu feras l'unanimité. Et comme il dit AB, les gens, ils retiendront que, et c'est assez normal parce que les gens, ils sont spectateurs ou autres, que tu devais faire le poids et que tu n'as pas fait le poids. Et en fait, les gens sachent que même tu donnes toutes les excuses valables du monde, même si elles sont réelles, et Ça, franchement, c'est vrai. je te conseille de même pas y apporter attention, tu vas perdre trop d'énergie. Ce que je vais faire, je pense. Pour de vrai, c'est pour première fois que je suis tombé sur autant de critiques autour de moi, des gens qui veulent me Mais mal, on Abou, va mais dire. merci, mais c'est que t'es fou. C'est que le jour du combat, il répondait aux gens sur Twitter. Ouais, mais Eh, Une franchement, heure avant le combat. arrête ça parce que je te jure Non, que. après, Turpal, il m'a retiré le portable, il a commencé lui-même. Bah oui, mais sincèrement, bon, tu diras sur Twitter, il y a pas mal de supporters, il y a pas mal de. Twitter, Vraiment, je l'ai supprimé. Twitter, je l'ai supprimé. Non, pour de vrai, je pense que je l'ai il y a une supprimé. influence, il y a une influence, mais par contre, les haters, Wow. faut vraiment pas leur répondre. Les haters, faut vraiment pas leur répondre. non, mais de manière générale, regarde, Ebi, de manière générale, même quand tu regardes les avis sur certaines choses et tout, il y a des gens, quand tu manges bien au restaurant, par exemple, tu as bien mangé au restaurant, est-ce que tu vas lâcher un commentaire? Non. Par Oui, contre, c'est si généralement, tu c'est les manges mauvais. mal, tu as mal mangé et tout, tu as envie de marquer le coup, tu as Mm. envie de t'exprimer. Et en fait, c'est un peu pareil pour ceux qui critiquent, c'est que ceux qui ont la critique, ils sont tellement, entre guillemets, ils le vivent mal qu'ils ont besoin d'extérioriser. Non, mais Donc, après, il y a pas mal aussi de haters qui mais, sont là mais, pour emmerder, hein. tu dis Bah ça, et oui. on le sait, tu vois, en plus, il y a le fait que ce soit anonyme, ça veut dire que Ouais. l'insulte est facile.
Et en fait, le problème, c'est que bah, une fois que le mec il est insultant vers toi, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te replies sur toi-même et toi-même, après, tu deviens agressif. Mais c'est un cercle vicieux, il faut même pas Hum. rentrer dans ça. Ouais. Et du coup, Abdou, là t'es toujours détenteur du titre. Comment? Là, t'es toujours détenteur du titre. Bien sûr, qui va me le retirer? Non, mais, parce que non, mais en fait, Non, je dis non, ça parce que, non. par exemple, à l'UFC, lorsque Carlos Oliveira, il avait raté les poids, même s'il disait que c'était pas à son insu, que c'était le problème de la balance, l'UFC lui avait retiré la ceinture et en gros, du coup, que la ceinture, elle était vacante. Et en C'est fait, vrai? il avait gagné. Je savais Et pas. ouais, donc c'est vrai que je te posais la question. Ça, je savais pas. Je savais pas. Mais Ok, dans tous ok. les cas, personne va me retirer le ceinture. Il doit envoyer un équipage de bac là pour le retirer. Eh, mais d'ailleurs, mais merci en parlant de ça, j'ai comment il s'appelle? T'as Mathis Juragin qui disait que, en gros, que Michael Aljarouj, vous êtes dans la même catégorie, toi et lui, ou pas? C'est qui, monsieur Mathus? Et Non, c'est Michael Adjarouche, c'est le. En Ah, fait, les 57 là? oui, 57 oui, kilos? ouais, de oui. l'Hexagone, ouais. Ouais, ouais. Et il a dit quoi? Non, mais je crois qu'il essayait encore d'envoyer des petits pics Bah, en citant le. Ouais. en tout cas, ça sera un beau combat. Là, franchement, si tu fais champion Hexagone contre champion de Ares, moi, Mais les j'achète. 57 kilos, non? Ouais, bah, comme toi, non? Non, je suis 61, Mika. Non, mais lui, il combat dans les deux, hein, je crois, hein, Al Jarouj. En fait, Bolox, Mhm. qui a dit quoi? Explique-moi un peu. Bah, j'essaie de retrouver ce qu'il a dit, mais. En gros, le partenaire d'entraînement de Michael Al Jarouj, il a dit Hmm. que si Michael Al Jarouj et toi, vous vous affronteriez, ça sera un beau combat. Voilà ce Bah, qu'il c'est a dit. vrai, ça sera un bon combat. Ouais, mais je crois qu'il lançait Ouais, un non, petit peu des. Mais bon, j'ai pas vu, enfin, j'arrive pas à retrouver, donc je vais pas dire ce que. Voilà. Tu vas pas spéculer. Ouais, voilà, j'ai pas spéculé, mais ouais, il faisait comprendre que. dans tous les cas, à Bolox, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais je suis à Arès, il est à Hexagone. C'est deux trucs différents. C'est pas 5 ou 7 kilos qui va me faire quelque chose, tu vois. J'ai rien contre le mec, je le connais même pas, tu vois. Mhm. J'ai rien, mais pour 5 conseils, il est trop léger pour moi. Avec la lutte que j'ai là, je vais l'écraser. Non, mais c'est pas aucune manque de respect, tu vois. C'est juste, Tu me régales. si c'est à 5 ou 7 kilos, il peut pas résister à la lutte. Un round peut-être, mais un, deux, trois, quatre, Ouais. 5. Et juste avec les poids, je pense que. Mais après, comme je t'ai dit, j'ai jamais regardé ces combats. Je sais que je l'ai vu quelques fois sur RMC TV, RMC Ouais. Sport, etc. Tu vois. Mais si eux-mêmes, ils ont lancé quelques pics vers moi, bah, bienvenue à Arès. Bienvenue. Moi, je vais donner les chances, c'est aucun problème. Déjà, il y a même pas de 2 mois, je pense, 1 mois, 2 mois, son head coach il m'a écrit. Il voulait que je sois, pour que je l'aide en Mhm. sparring, tout ça, tu vois. Donc, Ok. je pense pas qu'il y a un problème, tu vois, tout va bien. Mais moi, personnellement, n'importe qui peut dire quelque chose, tu vois, chacun son avis. Mhm. Mais 57, 61, hors de UFC, il n'y a personne qui peut me faire quelque chose. Ils sont pas assez complets pour ça. On aime cette confiance, on aime cette confiance. Mais je crois qu'on a fait le tour, Mika, à part si t'avais quelques questions. Non, moi, c'est bon. Après, c'est plus justement donner la parole à Aboubacar si tu as des choses à dire. Et justement, c'est le temps de t'exprimer et d'avoir le temps de t'exprimer. Donc, si tu as des choses à dire sur même le MMA, la manière dont tu vois le MMA ou ce qui te gêne dans le MMA, c'est le moment. Et sinon, bah, En fait, on se le dit. seul truc que j'aime pas, en fait, dans la MMA entière, surtout en France, c'est les jalousies qu'ils ont entre eux. C'est les méchants. C'est comment, à quel point ils sont méchants entre eux, tu vois. C'est abusé. Genre, chacun essaie de montrer que l'autre, c'est une merde. Tu parles Genre, les combattants, c'est ça? Ou tu parles. entière combattant, les coachs, les équipes, tu vois, genre, il n'y a pas de, comme par exemple, regarde, dans les Indonésie, ils peuvent tranquille aller dans la salle, enchaîner, partager expérience, etc. entre eux, tu vois, aucun problème, tout va bien. Genre, Stickland, il peut s'entraîner avec Pereira, bah, même chose, il peut changer. Et nous, en France, bah, tu restes dans une seule salle, tu peux pas aller là-bas, tu n'as pas le droit, c'est en concurrence. En fait, tellement c'est fermé, chaque équipe ils sont fermés entre eux. Tu peux pas ni partager l'expérience, tu dois aller ailleurs, tu dois changer le pays juste pour avoir de nouveaux sparring, etc. Tu vois. Ouais. Si tu es dans un seul club et tu vas de l'autre, ça peut créer potentiellement des problèmes. Moi, je Moi, je pense pense. que, franchement, je te rejoins et je pense que la meilleure manière de performer, on le voit avec plein de combattants, c'est de faire ça dans son propre écosystème. Exactement. Sincèrement, je reste persuadé que c'est la. En tout cas, après, voilà, c'est propre à chacun, mais on le Mais voit bien.
En Oui. fait, ça, je suis d'accord avec toi, Ebi, mais ça marche que si on va dire que tu as des vraies compétences, Mhm. parce que sinon, les gens, ils prendront pas le temps pour toi. Tu le sais mieux Non, que mais moi que forcément, forcément, c'est forcément. seulement une petite partie infime qui sont capables de faire ça. Et on pense notamment aujourd'hui à ce qui fonctionne très bien autour de Nassourdine Imavov, qui est le meilleur Ouais. exemple de ce Ouais. qui doit être un Mhm. écosystème qu'on fabrique autour d'un combattant pour qu'il performe. Et ça marche pour Nassourdine, mais parce que Nassourdine, entre guillemets, il a les moyens de mettre ça autour de lui. Nassoudi n'est pas que, hein. Même regarde Omar Sy qui devait combattre Mais justement pour Omar la Sy, place il dans est le à top 15. l'UFC, c'est-à-dire que Mais maintenant, il a des moyens. même avant d'être à l'UFC, Mika, il fonctionnait comme ça. Ouais, mais ça a été compliqué pour lui. Souviens-toi, Ça a il marché. disait, ouais, mais tu sais, l'écosystème qu'il a construit, il y a eu un écosystème, mais c'est pas forcément l'écosystème qui gravitait autour de lui, c'est lui qui allait chercher les compétences. Forcément, après, il faut bien Alors démarrer que, par quelque chose. voilà, alors que Nassourdine, par exemple, c'est Mhm. tout est réuni pour lui au même endroit. C'est quand même différent, Ebi, d'aller chercher les compétences Mhm. par-ci, par-là, alors que là, c'est les compétences qui viennent à toi. C'est différent quand même. Là, il y a Ouais, c'est BSD vrai. aussi qui a commencé à faire la même chose, non? Ouais, après, Exactement. maintenant, il est avec Oh, Nicolas attends, Haute. attends, une question, les gars. Là, je viens de voir un rumeur comme quoi qu'il va faire contre Alvarez. Ouais. Bah, Bah, c'est bah, fort, Alvarez, hein. Il est Alvarez, c'est trop fort, hein. fort. je crois Il que c'est est confirmé, hein. trop Là, fort. je viens de voir sur le média Le Parcours. BSD de retour le 10 mai, ouais, contre Alvarez. Le 10 Il mai. est trop fort, Alvarez. Bah, après, de toute manière, c'est ce que j'expliquais souvent. Quand tu vas dans le top 15 à l'UFC, c'est la machine à laver. Ça veut dire que tu arrives dans le top 15, bah, c'est les 15 meilleurs de ta catégorie, du monde quasiment. Même si on va dire, allez, pas forcément du monde, puisqu'il y a d'autres organisations, mais tu es grosso modo dans ce qui se fait de mieux au monde. À l'UFC, il n'y a pas d'erreur. Quand vous êtes dans le top 15 de l'UFC, il n'y a personne qui est nul et qui est dans le top 15 de l'UFC, c'est pas vrai. Et lui, il est en plus de ça dans la catégorie des 70 kilos, qui est l'une des catégories les plus dures. Il est monté très vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu marche ou crève, entre guillemets. C'est-à-dire que t'es dans ce qui se fait de mieux et on voit que plus ça va, plus il perd des places du fait de son inactivité. Mais j'ai presque envie de dire que c'est la meilleure chose qui puisse être pour lui, c'est de sortir du top 15 pour reprendre confiance en lui, regagner des combats et Ouais, je vois de revenir quoi tu ensuite parles. dans Ouais, le après, top Mika, 15. sortir du top 15, c'est pas évident parce qu'on sait que des fois, il y a des mecs même plus forts hein, qui gravitent tu sais, entre la 20e place et la 10e place. Donc, en tout cas, ouais, j'ai vu que c'était confirmé par le média Le Parcours. Maintenant, on va attendre l'officialisation, mais Mhm. c'est vrai que c'est pas un combat facile. Ouais, c'est Après, j'ai l'impression que c'est un petit peu même trop tôt parce qu'il y a eu pas mal de changements, même notamment sa dernière performance contre Moïcano, puis le fait qu'il y a eu un changement de head coach. Donc, en tout cas, à voir, on espère avoir Nicolas Audi incessamment sous peu et qui pourra peut-être même répondre à nos questions. Donc, je vais enquêter entre guillemets entre-temps, je vais aller investiguer auprès Mhm. du clan Saint-Denis pour avoir les confirmations. Non, en Mais fait, la difficulté même pour Saint-Denis, c'est-à-dire que quand tu regardes un peu le parcours de Alvarez à l'UFC, c'est 9 combats. Sur ces 2 défaites, c'est une contre Ismagulov qui est extrêmement fort, qui est sorti de l'UFC, mais qui est Damir Ismagulov, qui pour moi a fait l'un des combats d'anthologie à l'UFC c'était face à Tsarukyan, je crois, Ouais, ouais, qui avait fait regardez cette combat. C'est ce, Sorokin. ce combat-là, il faut le regarder, le re-regarder, c'est incroyable, et qui a perdu contre Tsarukian. C'est-à-dire que le gars a perdu vraiment contre ce qui se fait de meilleur à l'UFC. C'est un gros 70 kilos qui a raté la pesée 2 fois à l'UFC. Donc c'est vrai que c'est... Et en plus de ça, qu'il performe et en striking, et son domaine de prédilection, c'est les soumissions. C'est-à-dire qu'il a gagné 17 de ses combats par soumission. C'est quelqu'un qui a que des finalisations en 22 combats. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça questionne. Et en tout cas, bah, Nicolas Hoth a du pain sur la planche. Et en fait, le mois d'avril ou de mai, c'est demain. C'est dans 3 mois, c'est-à-dire que c'est demain. C'est, c'est comme si, tu vois, ça va très vite. Hein. 2 mois et demi pour un combattant pro, C'est ça va vrai. très ouais. vite. Bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, à vous, merci Merci beaucoup, les d'être gars. parmi Merci nous. beaucoup. Un Ça fait plaisir. En tout plaisir. cas, on te souhaite le meilleur et sincèrement, en espérant que Merci beaucoup. l'UFC très prochainement. Et mais malheureusement, t'as pas eu les 10 000, donc tu pourras pas payer ton restaurant. C'est que partie remise. Non, mais moi, grâce à toi, Aboubacar, parce Ça que fait j'avais pas mis. rien? Ça fait Ouais, beaucoup, Mika, hein. Mika, à ça fait la... beaucoup. Non, non, je te jure que j'ai pris pas mal. Lors du Ares, je me suis fait pas mal. Et t'inquiète, je peux t'inviter toi aussi, Aboubacar. Abou, viens, on J'ai dit ça parce reçu que beaucoup de messages de différents fans qui nous ont envoyé les tickets.
Ah, Genre, je peux dire. apparemment, les cotes que je vais mettre KO, TKO, c'était 5 quelques. Donc, Non, ils sont bien. moi, je l'ai pas eu à 5, mais je peux te dire que c'était sympa. C'était sympa. Bah, dans tous les cas, félicitations. Profite. Profite. Bon, Merci beaucoup, les gars. merci Merci les beaucoup. gars, C'est à un grand très vite. plaisir. Salut à tous. Ciao, ciao. Allez, ciao.